Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le fait que ce soit loin, à votre avis, on est quand même loin de la métropole, parce qu'il y a une mer entre les deux en fait, est-ce que ça joue, selon vous, loin des yeux, loin du cœur? On est loin, on fait un peu ce qu'on veut, et les instincts humains, d'un côté comme de l'autre, encore une fois, jouent. Oui, puis on trouve toujours des explications. Par exemple, la défense, après les enfumades, a été de dire, mais oui, mais si on était intervenu à l'intérieur des grottes pour récupérer les combattants qui s'opposaient à nous, on aurait perdu tant de dizaines de soldats de notre propre camp. C'est logique. Donc on peut aussi revenir à des choses plus contemporaines. Il ne s'agit pas de... Alors, avec... Effectivement, la grande résistance va être celle d'Abdelkader ou du bey de Constantine, de son côté à l'autre extrême du pays. Mais après que Abdelkader se soit rendu en 1847, on commence à avoir du côté algérien, pourrait-on dire, une forme d'épuisement quand même. Alors il y aura des révoltes récurrentes, il y aura la grande révolte aussi de 1870 en Kabylie. Mais la conquête de la Kabylie, par exemple, a été quelque chose d'absolument épouvantable aussi de la part des troupes françaises. Il faut bien voir que cette résistance algérienne, elle a été de tous les instants, alors basée bien sûr aussi sur la religion, mais le conquérant qui arrivait touchait à ce qu'il y avait de plus sacré aussi, et les officiers français, certains extrêmement lucides, l'écrivent aussi en disant mais on prend la terre, on détruit les greniers, on détruit ce qu'il y a de plus important pour l'homme, c'est posséder sa terre. Et on se rend compte, moi j'avais été frappé d'une phrase du neveu de Napoléon III, qui s'appelait Louis-Jérôme Bonaparte, et qui à un moment est ministre de l'Algérie, et qui écrit à peu près textuellement « Nous sommes en présence d'une nationalité vivace et armée que nous pouvons combattre que par l'assimilation ». Donc en fait, quand on pose parfois la question, est-ce qu'il y a déjà une nation, un État, etc., là, au milieu, dans les années 1860, on a quand même un homme politique français qui évoque une nationalité vivace. Donc on a bien le sentiment à ce moment-là que face à la présence française, il existe quand même quelque chose de réel, passant par la religion, la possession de la terre, etc. Donc la grande révolte de 1871, en plus, qui est accompagnée de séquestres de centaines de milliers d'hectares, où là où encore les légitimes propriétaires vont se trouver privés de leurs terres ancestrales, mais l'épuisement va venir. Oui, bien sûr. C'est-à-dire on aura encore d'autres moments de révolte, mais ça va peu à peu s'atténuer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et là, avec le début du XXe siècle, on va commencer justement à rêver de cette assimilation. On va à la fois, comme vous le disiez, ne pas accorder la citoyenneté, mais accorder quand même un certain nombre de droits, mais en même temps soumettre à ce qu'on appelle le code de l'indigénat, c'est-à-dire pour se déplacer, il faut une autorisation. Enfin, c'est à la fois, on fait des efforts, bien sûr, en termes de santé, en termes d'implantation d'hôpitaux, en termes de présence de médecins, d'éducation. On commence aussi, mais non sans réticence de la part des colons algériens qui, eux, venant de France ou d'Espagne ou d'Italie, vont peu à peu s'implanter dans le pays. Et eux, parfaitement comprendre aussi que s'ils veulent rester dans leur possession de colons et dans leur régime qui leur accorde la première place et la possession, y compris politique, du pays, eh bien, il faut peut-être faire attention à ce qu'ils côtoient ou qu'ils exploitent ou qu'ils emploient ne soient pas tentés par de nouvelles velléités de révolte. Je ne parle pas évidemment d'indépendance encore, mais de sursaut de survie, voire de sursaut national, pouvant passer justement par une éducation. C'est pour ça qu'on a des débats
chez les colons, finalement, est-ce que c'est bien nécessaire d'apprendre à parler français ou d'apprendre à lire ou à écrire? Est-ce qu'avec de mauvaises lectures, ils vont pas avoir de mauvais penchants? Comme ce qu'on disait pour les femmes, Voilà. un petit peu avant ou quasiment à la même époque d'ailleurs. Enfin, bref, c'est la naissance du en même temps. On leur donne un petit peu, mais en même temps, on leur donne pas trop. Donc voilà, c'est ça. Alors, il y a eu un temps sous Napoléon III où justement il y a eu un peu l'idée du royaume arabe, C'est ça, ouais, j'allais y c'est-à-dire venir. vraiment de redonner au pays, qu'il puisse renouer avec ses racines, de bloquer un petit peu l'appétit des colons de plus en plus voraces dans certaines régions. Mais avec la République, là, c'est à nouveau le pouvoir des colons Oui, bien sûr. qui va l'emporter sur toute idée pouvant encore rappeler les anciens régimes ou les anciens pouvoirs de la Régence. C'est assez curieux. C'était sincère pour Napoléon III ou c'était stratégique? Non, je pense que Napoléon III également... non, je pense que, comme il est influencé aussi par les Saint-Simoniens, Napoléon III pense que finalement concevoir un régime qui laisserait sa place d'une part à l'islam, au pouvoir traditionnel. On sait qu'il rêve un moment. C'est lui quand même qui va libérer définitivement, par exemple, Abdelkader, qui est en résidence surveillée à Blois. Et en 1852, alors qu'il n'est pas vraiment encore empereur, il va lui permettre de gagner Damas. Et 2 fois, Abdelkader se rendra de Damas à Paris. Et je crois qu'il y avait une forme de sincérité chez Napoléon III qui n'était pas... qui en plus avait vu la situation, parce qu'il fait un voyage en 1860, il refait un voyage en 1865, un long voyage qui va l'amener dans plusieurs lieux d'Algérie, pas seulement à Alger, mais également à Constantine, à Beaune. Il va reprendre le bateau pour se rendre ensuite à Oran, etc. Donc il va voir une Algérie, et il va voir aussi la sujétion dans laquelle une grande partie des Algériens est soumise de la part de colons ou de notables locaux qui ne sont pas spécialement bienveillants. Et il y a toujours ce côté, chez Napoléon III, quelqu'un... Enfin, on l'a vu aussi par rapport à la condition ouvrière de son époque. Il y a parfois le tout et le contraire de tout, mais il y a quand même un sentiment d'injustice, de quelque chose qui existe. Et l'idée du royaume arabe peut en plus aller avec son idée des hiérarchies naturelles, quoi. Enfin, d'élites qui peuvent revenir. Et puis il avait tissé, c'est vrai, avec Abdelkader, un lien particulier. Et je pense que il y avait quelque chose de sincère. Et puis je vois pas vraiment parfois d'appétence particulière de lui vis-à-vis de certains colons. Abdelkader, c'est plus qu'un chef militaire. Comment on pourrait le... Abdelkader, c'est un politique, c'est moral aussi, c'est religieux, c'est tout ça. Oui, c'est une histoire assez étonnante parce que ça mêle à la fois les qualités militaires, mais aussi une véritable spiritualité proche du soufisme. Donc c'est pour ça que les Français passaient le temps des combats et passer aussi le temps de la résidence surveillée, vont faire d'Abdelkader un héros français aussi, qui va défendre les chrétiens lors de l'insurrection de Damas, lorsqu'il se trouve là-bas, en Syrie, avec aussi toute une communauté algérienne autour de lui, ce qu'on oublie parfois. Et donc, il va faire qu'il sera décoré de la Légion d'honneur, etc., et qui va devenir un héros français. En 1949, par exemple, dans les moments quand même de l'Algérie française, le gouverneur Negelin va, à côté de Mascara, faire un monument à Abdelkader, en reprenant une phrase d'Abdelkader, disant ce serait bien quand même que les deux communautés puissent vivre pacifiquement, enfin, pour le centenaire, etc. Et on voit même, à peu près à la même
époque, la République française, donc la 4e République, émettre un timbre où vous avez sur le même timbre Abdelkader et le général Bugeaud. Donc on rêve à une sorte de grande synthèse, 5 ans avant que ne commence l'insurrection, la Toussaint Rouge de 1954. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.